Je n'oublierai jamais cette soirée du 17 janvier. Il était 21h43 exactement quand les mots qui allaient changer ma vie ont été prononcés. Ce serait tellement bien si cette vieille paresseuse disparaît. Ces mots, sortis de la bouche de mon propre fils, Pierre, ont traversé l'air comme une lame de couteau, me laissant paralysée dans le couloir sombre de notre appartement du Marais, un plateau vide tremblant entre mes mains vieillies par le temps. Je m'appelle Simone Lavigne, j'ai 68 ans, et pendant près de 2 ans, j'ai vécu avec mon fils, sa femme Caroline, et mon petit-fils Lucas de 8 ans, dans cet appartement spacieux mais étouffant du centre de Paris. Avant, j'habitais seule dans mon petit appartement à Montmartre, un nid douillet rempli de souvenirs que j'avais construit avec mon défunt mari, Antoine. C'était ma maison, mon refuge, l'endroit où chaque objet racontait une histoire de notre vie commune, où les murs se souvenaient encore de nos rires et de nos larmes. Mais après le décès d'Antoine, il y a 5 ans, Pierre avait insisté. Oh, avec quelle ferveur il avait insisté pour que je vende mon appartement et vienne habiter avec eux. « Maman, tu ne peux pas rester seule à ton âge », avait-il dit avec ce qui semblait être de la préoccupation sincère. « Nous avons une chambre libre, Lucas t'adore, et ce serait mieux pour tout le monde. » Et moi, dans ma naïveté, ou peut-être dans mon désir de me sentir encore utile, j'avais accepté. J'avais vendu l'appartement que nous avions acquis, Antoine et moi, après des années d'économie quand nous étions tous deux enseignants. Pierre avait suggéré d'investir une grande partie de l'argent pour moi. Le reste, je l'avais gardé dans un compte d'épargne. Ma petite sécurité, mon indépendance préservée. Au début, tout semblait parfait. Ma chambre était plus petite que celle de mon ancien appartement, mais elle donnait sur une petite cour intérieure où j'avais planté des herbes aromatiques, thym, basilic, romarin, qui parfumaient l'air et me rappelaient mon enfance en Provence. Les matins avec Lucas étaient hâte précieux. Nous prenions le petit déjeuner ensemble avant son école. Je lui racontais des histoires sur Paris d'autrefois. Je lui apprenais quelques mots de provençal que ma propre grand-mère m'avait enseignés. Mais peu à peu, les choses ont changé. D'abord, ce furent de petites remarques. « Maman, puisque tu es à la maison toute la journée, pourrais-tu ranger les placards de la cuisine ?» me demandait Pierre. Puis, « Simone, puisque vous allez au marché, pourriez-vous acheter ces petites choses pour moi ?» me disait Caroline en me tendant une liste qui occupait une page entière. Je ne voyais pas d'inconvénient à aider. Après tout, je vivais sous leur toit, n'est-ce pas? C'était normal de contribuer. Et ainsi, une demande en entraînait une autre. En moins de 3 mois, j'avais assumé pratiquement toutes les tâches domestiques de la maison. Ma journée commençait à 5h30. Je préparais le petit déjeuner pour tous. Café fort pour Pierre, thé vert pour Caroline, chocolat chaud et tartines à la confiture pour Lucas. Je dressais la table pendant qu'il se préparait. Ensuite, je refaisais les lits, lavais la vaisselle du petit déjeuner, passais l'aspirateur. Vers 10h, j'allais au marché ou à l'épicerie, toujours chargé de lourds sacs que je portais dans les rues pavées du Marais. Je rentrais, rangeais les courses et commençais à préparer le déjeuner. Pierre et Caroline venaient rarement déjeuner à la maison, alors je leur préparais des repas qu'ils emportaient au travail. Je déjeunais seule ou parfois avec une voisine qui passait prendre un café. L'après-midi, je repassais, cousais des boutons, organisais les armoires. À 15h, Lucas rentrait de l'école. Je lui préparais un goûter, l'aidais avec ses devoirs, nous jouions un peu. Ces heures avec mon petit-fils étaient les meilleures de la journée. Le seul moment où je sentais que j'avais vraiment de la valeur dans cette maison. À 18h, je commençais à préparer le dîner. Pierre préférait la cuisine traditionnelle française, comme celle que je lui préparais quand il était enfant. Bœuf bourguignon, coq au vin, cassoulet. Caroline préférait des plats plus légers, alors souvent je préparais 2 repas différents. Ils arrivaient vers 19h30, fatigués et généralement de mauvaise humeur. « Maman, ce bœuf est trop cuit », se plaignait Pierre. « Simone, je vous ai demandé de mettre moins de beurre », disait Caroline. J'avalais ses critiques et souriais en m'excusant. Après le dîner, pendant qu'il regardait la télévision au salon, je faisais la vaisselle, nettoyais la cuisine, préparais les sacs pour le lendemain. Vers 22h, enfin, je pouvais me retirer dans ma chambre, épuisée. Les week-ends n'étaient presque pas très différents.
Pierre et Caroline sortaient déjeuner ou dîner entre amis, laissant souvent Lucas avec moi. Je n'avais pas de problème à rester avec mon petit-fils. En fait, je l'adorais. Mais je commençais à sentir que j'étais utilisée comme une nounou gratuite, non comme une grand-mère. « Maman, ça ne te dérange pas de rester avec Lucas ? Nous avons un événement important, » demandait Pierre, déjà en train de sortir sans attendre ma réponse. Petit à petit, j'ai remarqué des changements dans leur comportement envers moi. Les « s'il te plaît » et « merci » ont disparu. Les repas que je préparais avec tant d'amour étaient reçus comme une obligation, non comme un geste d'affection. Caroline a commencé à faire des commentaires sur l'espace qu'occupaient mes affaires. « Simone, pourriez-vous ranger vos affaires de couture ? Ça fait si désordré quand j'ai des visites. » Mon espace dans la maison a diminué. D'abord, j'ai perdu le droit d'utiliser le salon les soirs où Caroline recevait des amis pour un club de lecture. Ensuite, on m'a gentiment informé que je ne devrais pas utiliser la machine à laver les week-ends parce qu'elle consomme trop d'énergie. Malgré tout, j'ai continué à tout faire avec amour. Je prenais soin de cette maison comme si elle était encore la mienne, comme si je prenais soin de ma propre famille, comme à l'époque où Antoine était vivant et Pierre était un enfant. Je me mentais, me disant que ce n'était qu'une phase, qu'il finirait bien par remarquer ma valeur. Mon amie Joséphine, qui me rendait visite les mercredis pour un café, a été la première à remarquer ce qui se passait. « Simone, il t'exploite », m'a-t-elle dit directement. « Il te traite comme une employée, pas comme une mère et belle-mère. » J'ai défendu mon fils, bien sûr. « Ce n'est pas exactement comme ça, Joséphine. Il travaille beaucoup, il rentre fatigué. Je suis à la maison de toute façon, ça ne me coûte rien d'aider. Aider est une chose, tout faire en est une autre, » a-t-elle insisté. « Quand est-ce que ton fils t'a emmené te promener pour la dernière fois ? Quand est-ce qu'ils t'ont demandé si tu allais bien, si tu avais besoin de quelque chose ? » Je n'ai pas su répondre. En vérité, je ne me souvenais pas de la dernière fois où Pierre avait montré une préoccupation sincère pour moi. Même quand j'ai eu une crise d'hypertension il y a 6 mois et que j'ai dû aller à l'hôpital, il m'y a simplement déposé et a dit qu'il reviendrait me chercher quand le médecin me donnerait mon congé. Je suis restée seule pendant des heures dans la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Louis. Mais la goutte d'eau a été quand ils ont décidé de faire un voyage à Nice. « Maman, nous partons une semaine à la côte », a annoncé Pierre un jour pendant le dîner. Caroline a obtenu une maison prêtée par un client. « Quelle merveille !» ai-je répondu enthousiaste. Cela faisait si longtemps que je n'étais pas allée à la mer. « Quand partons-nous » Le silence qui a suivi était gênant. Pierre et Caroline se sont regardés. « En fait, maman, nous pensions y aller juste tous les 3. Tu sais, tu n'aimes pas tellement la plage. Tu te fatigues facilement. » À ce moment, j'ai senti comme si on m'avait giflé. Une chose était qu'il ne m'invite pas au voyage, mais c'en était une autre complètement différente de supposer que je n'aimerais pas y aller, que je serais un fardeau. J'ai retenu mes larmes et me suis limitée à dire « Bien sûr, mon fils, vous méritez du temps en famille, comme si je n'en faisais pas partie. » Dans les jours précédant le voyage, je me suis surpassée encore plus. J'ai lavé et repassé tous les vêtements qu'ils emporteraient. J'ai fait les valises, préparé des collations pour le voyage, nettoyé toute la maison pour qu'elle soit parfaite à leur retour. Et eux, ils l'ont à peine remarqué. Ils étaient trop occupés par les préparatifs, par l'excitation. La veille du départ, pendant que je préparais le dîner, j'ai entendu Caroline dire à Pierre dans le salon « Ta mère ira bien toute seule ? Elle saura se débrouiller ?» La réponse de mon fils m'a profondément blessée. Bien sûr, elle n'est pas invalide. Elle est juste un peu lente parfois. Lente. Moi qui courais toute la journée pour maintenir cette maison fonctionnelle. Moi qui avais encore l'énergie pour raconter des histoires à Lucas avant de dormir, même si j'étais épuisée. Moi, lente. Ils sont partis un vendredi matin. Lucas m'a serré fort dans ses bras et m'a dit qu'il me rapporterait des coquillages. Ce geste sincère m'a presque fait pleurer. Je suis restée debout sur le pas de la porte, les saluant jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. La maison est devenue silencieuse, vide. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment seule. J'ai passé la journée à errer dans les pièces, ressentant un énorme vide. Sans avoir à cuisiner pour personne, sans avoir à nettoyer ce qui n'avait pas été sali, sans avoir à entendre des plaintes. Ça aurait dû être un soulagement, mais en réalité, cela n'a fait qu'augmenter ma tristesse.
C'était comme si je n'avais plus de but. Le dimanche, j'ai reçu un appel rapide de Pierre. « Tout va bien là-bas, maman ?»« Oui, mon fils. Et vous vous amusez bien ?»« Beaucoup. Lucas ne sort pas de la mer. Caroline a rencontré d'anciens camarades d'université qui sont aussi par ici. Nous passons un excellent moment. Il n'a pas demandé si je me nourrissais bien, si je me sentais seule, si j'avais besoin de quelque chose. L'appel a duré moins de 2 minutes. Les jours ont passé lentement. Pour passer le temps, j'ai commencé à relire de vieux livres que j'avais apportés de Montmartre. J'ai trouvé un journal que j'avais tenu dans les premières années de mon mariage, rempli de plans et de rêves pour l'avenir. Sur l'une des pages, j'avais écrit « Je veux que mes enfants grandissent en connaissant la valeur de la famille, du respect, de l'amour. » Cela m'a brisé le cœur. Et puis est venue cette soirée fatidique du 17 janvier, une semaine avant leur retour. J'étais dans la cuisine, préparant une tisane avant de me coucher. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale marquait le passage des heures. C'est alors que j'ai entendu sonner le téléphone fixe dans le salon. C'était Pierre qui appelait de Nice. Normalement, je n'aurais pas écouté, mais le téléphone était sur haut-parleur et sa voix résonnait dans l'appartement vide. Il parlait à Caroline, qui devait être sortie faire une course. Le voyage se passe bien, mais je m'inquiète pour la présentation de lundi prochain. Je ne serai pas assez préparée. Ne t'inquiète pas, répondit Caroline de l'autre côté de la ligne. Ta mère sera là pour s'occuper de tout à la maison pendant que tu travailleras ce week-end. C'est là que Pierre a prononcé les mots qui ont changé ma vie. Ce serait tellement bien si cette vieille paresseuse disparaît. On pourrait enfin respirer dans notre propre maison. J'ai laissé tomber ma tasse de tisane qui s'est brisée sur le carrelage de la cuisine. Le bruit a dû les alerter car Pierre a rapidement raccroché. Je suis restée là, paralysée, les morceaux de porcelaine à mes pieds reflétant parfaitement l'état de mon cœur, brisé en 1000 morceaux. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pris ma décision. Demain, je disparaîtrai. Pas pour toujours, peut-être, mais assez longtemps pour leur montrer ce que signifiait vivre sans cette vieille paresseuse. Assez longtemps pour me retrouver, pour redécouvrir la femme que j'étais avant de devenir invisible aux yeux de ma propre famille. L'aube s'est levée sur Paris avec une lumière froide et grise qui filtrait à travers mes rideaux. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Les mots de Pierre résonnaient dans ma tête comme un écho interminable. Cette vieille paresseuse, cette vieille paresseuse, cette vieille paresseuse. Après 68 ans de vie, dont 40 passés à enseigner la littérature française aux jeunes générations, après avoir élevé seul mon fils suite à la longue maladie d'Antoine, après tous les sacrifices consentis, c'était ainsi que mon propre enfant me voyait. Je me suis levée mécaniquement à 5h30, comme chaque jour par habitude. Mes articulations protestaient, un rappel douloureux que mon corps vieillissait, même si mon esprit se refusait à suivre. Dans la salle de bain, j'ai observé mon reflet dans le miroir. Cette femme aux cheveux argentés et aux rides qui racontait l'histoire d'une vie. Qui était cette femme? Une servante? Une intruse? Une vieille paresseuse? Non. J'étais Simone Lavigne, ancienne professeure respectée, mère, grand-mère, veuve d'Antoine. J'étais plus, tellement plus que ce que Pierre et Caroline voyaient en moi. Ce matin-là, j'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude, mais avec des gestes presque mécaniques. Pain grillé pour tous, café fort pour Pierre, thé vert pour Caroline, chocolat chaud pour Lucas. J'ai écouté les conversations matinales habituelles, les plaintes de Pierre sur son travail, les préoccupations de Caroline pour une présentation imminente, l'enthousiasme de Lucas pour sa sortie scolaire au Louvre. « Mamie, tu viendras comme accompagnatrice au Louvre la semaine prochaine ?» m'a demandé Lucas avec espoir. J'ai hésité, sachant déjà que je ne serai plus là. « Nous verrons, mon chéri », ai-je répondu évasivement, sentant un pincement au cœur. Ses petits yeux, si semblables à ceux d'Antoine, ont scruté mon visage avec cette perspicacité troublante propre aux enfants. « Tu as l'air triste, mamie. Tu es malade. » J'ai senti le regard de Pierre se poser sur moi, plus irrité qu'inquiet. « Maman, tu prends bien tes médicaments? Tu sais que le médecin a dit qu'il fallait les prendre régulièrement. » Pas. « Comment te sens-tu? Où? Puis-je t'aider? » Non, juste une vérification que je suivais les ordres, comme un soldat obéissant. « Je vais bien, Lucas. Juste un peu fatigué, ai-je répondu, ignorant délibérément Pierre. Et maintenant,
Il est temps d'aller à l'école. Ton sac est près de la porte. » Lucas m'a embrassé sur la joue, son contact innocent et pur. Le seul geste d'amour véritable que je recevrai ce jour-là. Pierre a avalé son café, a attrapé sa serviette en cuir et est parti avec un vague « à ce soir », lancé vers personne en particulier. Caroline a suivi peu après, me rappelant au passage de récupérer son tailleur au pressing, de préparer un dîner léger, sans trop de beurre, et de ne pas oublier d'arroser ses orchidées. La porte s'est refermée et le silence est tombé sur l'appartement comme un rideau de théâtre après la dernière scène. J'étais seule, enfin. Le moment était venu. Avec des gestes mesurés, j'ai commencé à préparer mon départ. J'ai sorti ma petite valise, celle qui avait attendu patiemment au fond du placard depuis mon arrivée ici, celle qui n'avait jamais été défaite complètement, comme si une partie de moi avait toujours su que ce déménagement n'était pas définitif. Que prendre quand on s'apprête à disparaître? Pas grand-chose, ai-je décidé. Quelques vêtements, les plus pratiques, pas les plus beaux que Caroline m'avait suggéré de donner à une association parce qu'ils étaient un peu démodés, mes médicaments pour la tension et l'arthrite, ma brosse à cheveux en corne, cadeau d'Antoine pour nos 20 ans de mariage, mon petit carnet d'adresses, vestige d'une époque où l'on écrivait encore les numéros de téléphone à la main, mon porte-monnaie et ma carte bancaire, bien sûr. J'ai hésité devant les photographies encadrées sur ma commode, une de mon mariage avec Antoine, nos visages jeunes et radieux fixant l'avenir avec confiance, une de Pierre à sa remise de diplôme, fier dans sa toge, mon bras autour de ses épaules, et une récente de Lucas, souriant avec ses 2 dents de devant manquantes. J'ai pris seulement cette dernière, l'enveloppant soigneusement dans un foulard en soie. Puis, j'ai ouvert le double fond de mon armoire, là où j'avais dissimulé une boîte en métal contenant les économies que j'avais réussi à préserver de la gestion de Pierre. Il avait insisté pour investir la majeure partie de l'argent de la vente de mon appartement, mais j'avais gardé cette réserve secrète, un instinct de survie peut-être, ou la sagesse d'une femme qui avait vécu assez longtemps pour savoir que l'indépendance financière était une forme de liberté. J'ai contemplé ma chambre une dernière fois. Elle n'avait jamais vraiment été la mienne, avec ses meubles choisis par Caroline, ses couleurs apaisantes, censées convenir à une personne âgée, comme si vieillir signifiait automatiquement préférer les tons neutres et fades. Je n'ai pas ressenti de tristesse à la quitter, mais avant de partir, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginée. Laisser la maison exactement dans l'état où elle était. Les lits défaits, Pierre et Caroline ne refaisaient jamais le leur, estimant que c'était inutile puisqu'on y retourne le soir. La vaisselle du petit déjeuner dans l'évier, les miettes sur la table, les vêtements sales dans le panier débordant de la salle de bain. Le dîner, habituellement préparé et laissé au réfrigérateur avec des instructions détaillées, ne serait pas là ce soir. Les courses pour la semaine, normalement soigneusement planifiées et effectuées, resteraient non faites. Ce petit acte de rébellion me procura une satisfaction inattendue. Pour une fois, ils verraient ce que signifiait vivre sans leur vieille paresseuse. J'ai pris mon téléphone portable et l'ai éteint, anticipant les appels qui viendraient certainement une fois qu'ils découvriraient mon absence. Puis, j'ai écrit une courte note que j'ai posée sur la table de la cuisine. Je suis partie me reposer quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Simone, pas maman, pas mamie, juste Simone, la femme qu'ils avaient oubliée sous les étiquettes familiales, la personne qui existait au-delà de son utilité pratique. Avec ma valise légère et mon sac à main, j'ai quitté l'appartement, fermant doucement la porte derrière moi. Dans l'ascenseur, j'ai croisé Madame Dupont, la voisine du 4e étage, qui a regardé ma valise avec curiosité. « Vous partez en voyage, Madame Lavigne ?»« En quelque sorte, oui. » ai-je répondu avec un sourire énigmatique. « Votre famille doit être triste de vous voir partir. Votre petit-fils vous adore. J'entends ses rires quand vous jouez ensemble dans le jardin. Ils survivront ?» ai-je dit simplement. Dans le hall, j'ai hésité un instant. Où aller? Je n'avais pas vraiment planifié au-delà de la décision de partir. Puis j'ai pensé à Marguerite, ma sœur cadette, qui vivait dans une petite ferme près d'Aix-en-Provence. Nous n'étions pas particulièrement proches. Elle avait choisi une vie rurale quand j'avais préféré Paris. Mais nous étions liés par le sang et les souvenirs d'enfance. Elle ne refuserait pas de m'accueillir. Sur le trottoir, j'ai hélé un taxi,
un luxe que je m'accordais rarement. « Gare de Lyon, s'il vous plaît », ai-je demandé au chauffeur, un homme d'âge moyen au visage fatigué. Pendant le trajet, j'ai regardé Paris défiler par la fenêtre, les rues du Marais, étroites et historiques, puis les grands boulevards, les façades haussmanniennes, les cafés où les Parisiens prenaient leur premier café de la journée. Cette ville que j'aimais tant, qui avait été le cadre de ma vie entière, me semblait soudain différente, comme vue à travers un nouveau prisme. À la gare, j'ai acheté un billet pour le prochain TGV en direction d'Aix-en-Provence. Il partait dans 1 heure. J'ai trouvé un café, commandé un espresso et un croissant, un petit plaisir que je m'accordais rarement, surveillant toujours mon cholestérol sur l'insistance de Pierre. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Marguerite. Il était près de 10 heures, elle serait certainement réveillée, probablement déjà occupée dans son jardin ou avec ses poules. Allô? Sa voix, légèrement éraillée par les années mais toujours énergique, m'a immédiatement réconforté. Marguerite, c'est Simone. Simone, quelle surprise! Tout va bien. J'ai hésité. Comment expliquer en quelques mots la situation, la blessure, la décision? J'ai besoin de m'éloigner de Paris quelques jours. Pourrais-je venir chez toi? Un silence, bref, mais perceptible. Bien sûr, ma sœur. La maison des Lavandes est aussi la tienne, tu le sais bien. Que se passe-t-il? C'est Pierre? J'ai senti mes yeux s'embuer. La perspicacité de Marguerite, sa connaissance instinctive que seul mon fils pourrait me pousser à un tel acte, m'a touché profondément. Je t'expliquerai tout à mon arrivée. Je prends le TGV de 11h15. J'arriverai en fin d'après-midi. Je viendrai te chercher à la gare. Fais bon voyage, Simone. Et sache que tu es la bienvenue ici, pour quelques jours ou plus longtemps si tu en as besoin. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une étrange légèreté. La décision était prise, le premier pas franchi. Sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu plusieurs messages et appels manqués. 2 de l'école de Lucas, probablement concernant cette sortie au Louvre. Un de Caroline, me demandant si j'avais bien pensé à son tailleur. Et rien de Pierre. J'ai éteint l'appareil. Le monde pouvait attendre. Le voyage en train a été une méditation en mouvement. Assise près de la fenêtre, j'ai observé le paysage français se transformer sous mes yeux. Les banlieues parisiennes cédant la place aux champs ouverts, puis aux collines douces du centre et enfin aux paysages plus arides et lumineux de la Provence. Le rythme régulier du train, le murmure des conversations autour de moi, l'anonymat bienvenu parmi les voyageurs, tout cela formait un cocon protecteur où je pouvais réfléchir. Qu'allait-il faire en découvrant mon absence? Pierre rentrerait vers 19h30, comme d'habitude. Il remarquerait immédiatement l'absence de dîner préparé, l'appartement en désordre. Sa première réaction serait l'irritation, pas l'inquiétude. J'en étais certaine. Il appellerait mon téléphone, tomberait sur la messagerie, puis il trouverait ma note. Caroline arriverait peu après, probablement déjà agacée, que son tailleur ne soit pas accroché dans le placard, fraîchement repassé. Ensemble, ils spéculeraient, était-ce une crise de vieillesse, une démence naissante, l'idée que je puisse avoir délibérément choisi de partir, d'exercer ma propre volonté, ne leur viendrait probablement pas à l'esprit. Et Lucas, mon cœur se serrait en pensant à lui. Il serait triste, confus. Lui seul me manquerait véritablement. À la gare d'Aix-en-Provence, Marguerite m'attendait sur le quai, reconnaissable entre mille avec ses cheveux gris coupés courts et son allure énergique qui défiait ses 70 ans. Elle m'a enlacé fermement, un geste si naturel et pourtant si rare dans ma vie récente, où les contacts physiques se limitaient aux embrassades rapides de Lucas. « Ma sœur », a-t-elle dit simplement, prenant ma valise malgré mes protestations. Dans sa vieille Citroën, nous avons quitté la ville pour emprunter des routes sinueuses, bordées de cyprès et d'oliviers. L'air était différent ici, plus sec, plus parfumé d'herbes sauvages et de terre chauffée par le soleil. Je respirais plus profondément qu'à Paris, comme si mes poumons eux-mêmes reconnaissaient cet air de notre enfance. La maison des Lavandes est apparue après un virage, nichée dans la pente douce d'une colline. C'était une vieille bâtisse en pierre, pas particulièrement grande mais solide et accueillante, avec des volets bleus et un toit de tuiles roses patiné par le temps. Tout autour, le jardin de Marguerite s'épanouissait dans un désordre savamment orchestré. Lavande, bien sûr, mais aussi romarin, thym,
sauge, entremêlée de rosiers grimpants et de quelques arbres fruitiers. Une petite basse-cour s'agitait à l'arrière, d'où provenaient des caquettements paisibles. « Bienvenue chez toi, Simone », a dit Marguerite en arrêtant la voiture. « Pour aussi longtemps que tu en auras besoin. » J'ai senti les larmes monter, cette fois impossibles à contenir. Elles ont coulé silencieusement sur mes joues, tandis que je contemplais ce havre de paix, si différent de l'appartement parisien luxueux mais froid. Marguerite a posé une main rugueuse sur la mienne. « Viens, j'ai préparé du thé, et ensuite, tu me raconteras. » À la cuisine, grande, fonctionnelle, chaleureuse avec sa vieille table en bois et son poêle à bois qui diffusait une douce chaleur, j'ai finalement laissé sortir toute l'histoire, les petites humiliations quotidiennes, les critiques constantes, les tâches interminables, l'invisibilité progressive, et enfin, les mots cruels entendus par hasard qui avaient brisé le barrage de ma patience. Marguerite a écouté sans interrompre, ses yeux vifs, si semblables aux miens, reflétant tour à tour la compréhension, l'indignation, la colère. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment, faisant tourner sa tasse de thé entre ses mains noueuses par l'arthrite. « Tu as bien fait de partir », a-t-elle finalement déclaré. « Non pas pour les punir, même s'ils le méritent, mais pour toi-même, pour te rappeler que tu es une personne entière, pas une commodité, pas un meuble, pas une vieille paresseuse. » Ai-je complété avec un sourire amer. « Exactement. Et maintenant, que comptes-tu faire ?» La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé au-delà de la fuite, du besoin immédiat de respirer, de me soustraire à cette situation étouffante. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Peut-être rester ici quelques jours, le temps qu'il réalise, puis rentrer et établir de nouvelles règles. Marguerite a froncé les sourcils. Est-ce vraiment ce que tu veux? Retourner dans cette situation, même avec quelques ajustements. Tu as 68 ans, Simone, pas 88. Tu as encore une vie à vivre, des choses à découvrir, des plaisirs à t'accorder. Ces paroles ont résonné en moi comme une vérité longtemps oubliée. Avais-je vraiment accepté que ma vie soit terminée, que mon seul rôle désormais soit celui de la grand-mère serviable et invisible? Que me suggères-tu? Je ne suggère rien. Je te demande de réfléchir à ce que tu veux, pas ce que Pierre veut, pas ce que la société attend d'une femme de ton âge, mais ce que Simone Lavigne désire pour elle-même. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'amis aux murs blanchis à la chaux et au lit couvert d'une couette en patchwork, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis des mois. Le silence de la campagne, interrompu seulement par le chant occasionnel d'un hibou ou le bruissement du vent dans les lavandes, était un baume après le bruit constant de Paris. Au matin, j'ai été réveillée par le chant du coq et l'odeur du café frais. Marguerite était déjà debout, bien sûr. Elle avait toujours été une lève-tôt. Je l'ai rejointe dans la cuisine, où elle préparait des œufs frais de ses poules et du pain qu'elle avait dû faire cuire à l'aube. « Bien dormi ?» a-t-elle demandé en me tendant une tasse de café. « Merveilleusement bien. Ton téléphone a sonné toute la nuit. Je l'ai mis dans le tiroir du buffet pour ne plus l'entendre. J'ai hésité, prise entre la culpabilité et la détermination. Je devrais peut-être vérifier. Tu devrais peut-être prendre ton petit déjeuner d'abord et ensuite décider ce que tu veux faire de cette journée. Les problèmes peuvent attendre. Ils sont très patients. » J'ai souri à sa sagesse tranquille et me suis assise devant l'assiette fumante. Les œufs étaient parfaits, le pain croustillant, le beurre frais. Un repas simple mais infiniment plus satisfaisant que les petits déjeuners stressés de Paris. Après avoir mangé, j'ai finalement récupéré mon téléphone. Comme prévu, il débordait de notifications, 12 appels manqués de Pierre, 8 de Caroline, 3 messages vocaux et une dizaine de SMS. J'ai parcouru ces derniers rapidement. « Maman, où es-tu? Nous sommes rentrés et rien n'est prêt. » 19h45. Maman répond au téléphone. Nous nous inquiétons. 20h30. Si tu es fâché pour une raison quelconque, nous pouvons en parler. Mais disparaître comme ça n'est pas une solution. 21h15. Les messages continuaient, passant progressivement de l'irritation à l'inquiétude, puis à une forme de panique. Le dernier, envoyé à 2h du matin, disait simplement « Maman, s'il te plaît, dis-nous au moins que tu vas bien. Lucas est bouleversé. » Ce dernier message m'a touchée. Mon petit-fils ne méritait pas de souffrir pour les erreurs de ses parents.
J'ai composé un bref message. Je vais bien. J'avais besoin de prendre du recul. Je vous contacterai dans quelques jours. J'ai hésité avant d'ajouter « Dis à Lucas que je l'aime et que sa mamie reviendra bientôt. » J'ai envoyé le message, puis éteint à nouveau le téléphone. Ce n'était pas le moment des longues explications ou des négociations. Il devait comprendre ce que signifiait mon absence, sentir le vide que je laissais derrière moi, non seulement dans les tâches non accomplies, mais dans le cœur même de leur foyer. Marguerite m'observait depuis le seuil de la cuisine, ses yeux emplis d'une compréhension silencieuse. « Qu'aimerais-tu faire aujourd'hui » a-t-elle demandé. « J'ai prévu d'aller au marché d'Aix ce matin. Tu pourrais m'accompagner ou rester ici si tu préfères la solitude. » J'ai réfléchi un instant. L'idée du marché, avec ses couleurs vives, ses odeurs alléchantes, ses vendeurs volubiles, était tentante. « Je viens avec toi » ai-je décidé. Il est temps que je recommence à voir le monde au-delà des murs d'un appartement. Et tandis que nous montions dans sa vieille Citroën pour descendre vers la ville, j'ai réalisé que cette disparition, ne pas seulement de leur montrer ma valeur, mais de me la rappeler à moi-même. Le marché d'Aix-en-Provence était une explosion de couleurs, d'odeurs et de sons qui contrastaient vivement avec les supermarchés aseptisés de Paris où je faisais habituellement mes courses. Des étals débordants de légumes aux formes imparfaites, mais gorgés de soleil, s'alignaient sous des auvents colorés. Des montagnes d'herbes aromatiques embaumaient l'air, thym, romarin, basilic, sarriette, tandis que les marchands interpellaient les passants avec l'accent chantant du midi. Marguerite avançait d'un pas assuré entre les étals, saluant des visages familiers, marchandant avec une assurance tranquille que je lui enviais. Elle semblait tellement à sa place ici, connectée à cette terre, à ces gens, à ce rythme de vie. Je la suivais comme une ombre, submergée par les sensations, me sentant à la fois étrangère et étrangement à ma place. « Regarde ces tomates saucimone » m'a-t-elle dit en me tendant un fruit rouge vif. « Goûte !» J'ai mordu dans la tomate, surprise par ce geste spontané peu conventionnel. Le jus a coulé sur mon menton, tandis qu'une explosion de saveurs envahissait ma bouche, sucrée, acidulée, intense. Quand avais-je goûté une tomate pour la dernière fois? À Paris, je cuisinais avec des légumes parfaitement calibrés mais sans saveur, choisis pour leur apparence plus que pour leur goût. « C'est extraordinaire !» ai-je murmuré. Le vendeur, un homme au visage tanné par le soleil, m'a souri avec fierté. « Elles viennent de mon champ, madame. Cultivées sans rien de chimique, juste le soleil et l'eau de source. Je prends 2 kilos, Alphonse, a décidé Marguerite. Puis, se tournant vers moi, pour faire une vraie ratatouille ce soir, nous avons continué notre parcours, achetant du fromage de chèvre frais, des olives noires ridées et brillantes, du miel de lavande, des abricots dont le parfum seul suffisait à évoquer l'été. Marguerite semblait connaître chaque marchand par son prénom, demandant des nouvelles de leur famille, commentant la météo ou les récoltes. C'est ça qui me manquait à Paris, ai-je confié à ma sœur alors que nous nous arrêtions à une terrasse de café pour nous reposer. Cette connexion, cette humanité. Marguerite a haussé les épaules. C'est le privilège des petits endroits. On n'est pas anonyme, pour le meilleur et pour le pire. Notre café est arrivé, servi par une jeune femme souriante qui nous a apporté spontanément une assiette de petits gâteaux aux amandes. Offert par la maison, a-t-elle dit. Vous êtes la sœur de Madame Rousseau? Bienvenue à Aix. J'ai ressenti une émotion étrange en entendant ces mots simples. Bienvenue. Quand m'étais-je sentie véritablement bienvenue pour la dernière fois? Dans l'appartement du Marais, j'étais tolérée, utilisée, mais jamais vraiment accueillie. Alors, tu comptes rester combien de temps? A demandé Marguerite, me ramenant à notre conversation. Je ne sais pas encore. Quelques jours, peut-être plus. J'ai hésité. Je devrais peut-être vérifier mon téléphone à nouveau. Tu as envoyé un message disant que tu allais bien, non? Laisse-les s'inquiéter un peu. Ça leur fera du bien. Son ton ferme m'a surprise. Moi qui avais toujours été la sœur accommodante, celle qui cédait pour maintenir la paix. Tu as toujours été comme ça? Ai-je demandé, admirative de sa détermination tranquille. Un sourire mélancolique a traversé son visage. Non, j'ai appris. Après la mort de Robert, quand nos enfants ont décidé de vendre la maison familiale sans me consulter, j'ai compris que je devais m'affirmer ou disparaître.
Elle a fait un geste englobant la place autour de nous. C'est pourquoi j'ai acheté la maison des Lavandes, contre leur avis, pour avoir mon propre territoire, mes propres règles. Je n'avais jamais connu cette partie de l'histoire de Marguerite. Après le décès de son mari, elle avait simplement annoncé qu'elle quittait Lyon pour la Provence. J'avais supposé que c'était par goût du soleil, par nostalgie de nos racines méridionales. Ils t'en ont voulu? Au début, oui. Thomas ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Maintenant, ils viennent tous pour les vacances, profitant du coin de paradis de maman. Elle a ri sans amertume. Mais ils me respectent. Et c'est ce qui compte. De retour à la maison des Lavandes, les bras chargés de nos trésors du marché, nous avons été accueillis par une femme élégante d'une 60aine d'années qui attendait sur le perron. Grande, mince, avec des cheveux argentés coupés au carré et des lunettes à monture rouge vif, elle s'est levée à notre approche. « Françoise !» s'est exclamée Marguerite, « tu aurais dû me prévenir de ta visite. J'étais dans le coin pour une livraison de vin à la Bastide », a répondu la femme avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. « J'ai pensé venir te saluer. » Son regard s'est posé sur moi, interrogateur. « Ma sœur, Simone ?» a présenté Marguerite. « Simone, voici Françoise Petit, propriétaire du Petit Refuge, le plus charmant hôtel-boutique d'Aix. Enchantée, ai-je dit en lui tendant la main. De même, son regard était vif, évaluateur, mais pas désagréable. « Vous êtes en visite dans notre belle région. Elle est en convalescence, » a répondu Marguerite avant que je puisse parler. « Fatigue parisienne. » Françoise a hoché la tête, compréhensive. « Le meilleur remède, la lumière de la Provence guérit toutes les blessures. Venez, je vous ai apporté une bouteille de Bandol que nous pourrons ouvrir pendant que vous me racontez ce qui vous amène vraiment ici. » Son ton était si direct, si dépourvu de faux semblants que je n'ai pu m'empêcher de sourire. À Paris, les conversations étaient toujours enveloppées de politesse, de non-dits, de sous-entendus. Ici, apparemment, on allait droit au but. Nous nous sommes installés sous la tonnelle couverte de vignes vierges, à l'arrière de la maison. La vue s'étendait sur les collines ondulantes, piquetées d'oliviers et de cyprès, jusqu'aux montagnes bleutées à l'horizon. Françoise a ouvert le vin tandis que Marguerite sortait un plateau de fromage et d'olives. « Alors, cette fatigue parisienne ?» a demandé Françoise, en me tendant un verre de vin rouge profond. J'ai hésité, peu habituée à me confier à des inconnus, mais quelque chose dans l'atmosphère, la chaleur de l'après-midi, le parfum des lavandes, la bienveillance dans ses yeux, m'a incité à parler. J'ai raconté, une fois de plus, l'histoire de ma vie chez Pierre et Caroline, culminant avec cette phrase fatidique, cette vieille paresseuse. Françoise a écouté sans m'interrompre, son visage expressif reflétant tour à tour l'indignation, la colère et finalement une résolution ferme. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait », a-t-elle déclaré quand j'ai terminé mon récit. « Parfois, il faut disparaître pour être vu. » Elle a bu une gorgée de vin, réfléchissant. « Et maintenant, vous allez retourner là-bas, après leur avoir donné une bonne leçon ?» La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé au-delà de mon geste de révolte. « Je ne sais pas. Vous pourriez rester ici, » a suggéré Marguerite, « aussi longtemps que vous voulez. » Ou Françoise a échangé un regard avec ma sœur, comme si elle partageait une idée non formulée. « Je cherche justement quelqu'un pour m'aider au Petit Refuge. Quelqu'un de fiable, d'organisé, avec de l'expérience de vie. » J'ai cligné des yeux, abasourdi. « Vous m'offrez un emploi? À moi? Pourquoi pas? Marguerite m'a dit que vous étiez professeur. Vous parlez bien, vous savez gérer des personnes difficiles. Croyez-moi, certains clients sont plus exigeants que des adolescents. Et vous avez visiblement le sens de l'organisation. Mais j'ai 68 ans. Et alors, j'en ai 63. Mon chef cuisinier en a 75 et fait encore les meilleures madeleines de la région. » Elle a balayé mon objection d'un geste de la main. « L'âge n'est qu'un chiffre, Simone. Ce qui compte, c'est ce que vous avez encore à offrir. » Ces paroles ont résonné en moi, éveillant quelque chose que je croyais éteint depuis longtemps. L'ambition, le désir d'accomplissement, l'envie de me prouver que j'étais plus qu'une simple grand-mère invisible. Quel serait exactement ce travail? Ai-je demandé, surprise par ma propre curiosité. Gestion des réservations, accueil des clients, supervision du petit déjeuner, un peu de comptabilité si vous avez des compétences dans ce domaine.
Ce n'est pas un grand établissement, 8 chambres seulement, mais nous avons une clientèle fidèle et exigeante, des heures raisonnables, un appartement sur place si vous le souhaitez, et bien sûr, un salaire correct. L'idée était séduisante, presque trop belle pour être vraie. Un nouveau départ, dans ce cadre enchanteur, avec un travail qui valoriserait mes compétences, plutôt que de me réduire à une servante domestique. C'est très généreux, mais j'ai hésité, tiraillé entre l'excitation et la culpabilité. Il y a Lucas, mon petit-fils. Il a 8 ans et nous sommes très proches. Françoise a hoché la tête, compréhensive. Les vacances scolaires sont fréquentes en France et Aix n'est qu'à 3 heures de TGV de Paris. Réfléchissez-y, a ajouté Marguerite. Vous n'êtes pas obligé de décider aujourd'hui. La conversation a dérivé vers d'autres sujets, les vendanges prochaines, les nouveaux résidents britanniques qui achetaient des masses en ruine pour les restaurer, le festival de piano qui se tiendrait bientôt dans la cour de l'archevêché. J'écoutais, fasciné par cette vie provinciale que je connaissais si peu, si différente du rythme effréné de Paris. Vers 18h, Françoise est partie, me laissant sa carte professionnelle avec l'adresse du petit refuge et une invitation à venir visiter sans engagement. Restée seule avec Marguerite, j'ai commencé à préparer la ratatouille promise, trouvant un réconfort inattendu dans le geste simple de couper des légumes, de faire revenir l'oignon et l'ail, de laisser mijoter doucement les saveurs qui se mêlaient dans la cocotte en fonte. « Tu sembles différente aujourd'hui », a remarqué Marguerite en mettant la table. « Comment ça ? Plus, présente. Hier, tu étais comme une ombre, un fantôme de toi-même. Aujourd'hui, tu occupes l'espace, tu as des idées, des opinions. » J'ai réfléchi à ces paroles tout en remuant la ratatouille. Elle avait raison. En à peine 24 heures loin de l'appartement du Marais, j'avais commencé à me redécouvrir, à me souvenir de la femme que j'étais avant de devenir invisible aux yeux de ma famille. C'est peut-être l'air de la Provence, ai-je plaisanté, ou le vin de Françoise. Ou peut-être que tu commences à te libérer de ce qu'ils ont fait de toi. Après le dîner, savouré sur la terrasse dans la douceur du crépuscule, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Comme je m'y attendais, il était saturé de notifications, plus de 30 appels manqués, des dizaines de SMS, plusieurs messages vocaux. J'ai parcouru rapidement les messages textes. « Maman, merci de nous avoir dit que tu vas bien. Mais où es-tu exactement? Nous sommes vraiment inquiets. » 10h47. « Simone, c'est Caroline. Pierre est bouleversé. Lucas n'arrête pas de demander après vous. S'il vous plaît, revenez. » 13h22. « Maman, la maison est un désastre. Comment fais-tu pour tout gérer d'habitude? Nous avons besoin de toi. » 16h05. Ce dernier message m'a fait sourire. Ainsi, il commençait à comprendre ce que signifiait mon absence quotidienne. J'ai écouté les messages vocaux. La voix de Pierre, d'abord irritée, puis inquiète, puis franchement désespérée. « Maman, c'est ridicule. Si tu es fâchée, dis-le simplement. Cette disparition est infantile. Maman, nous sommes vraiment inquiets maintenant. S'il te plaît, rappelle-nous. Maman, je suis désolée. Pour tout. Je ne sais même pas exactement pourquoi tu es partie, mais je suis sûre que c'est de ma faute. Reviens, s'il te plaît. La maison n'est pas la même sans toi. » Puis un message de Lucas, sa petite voix tremblante me serrant le cœur. « Mamie, c'est moi, Lucas. Papa dit que tu es parti te reposer, mais tu me manques beaucoup. J'ai eu un 10 en dictée aujourd'hui. J'ai gardé ma copie pour te la montrer. Tu reviens bientôt? Je t'aime très fort. » J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Mon petit garçon, le seul qui me voyait vraiment dans cette maison. Il ne méritait pas de souffrir pour les erreurs de ses parents. Après une hésitation, j'ai composé un nouveau message à Pierre. « Je vais bien. Je suis chez ta tante Marguerite, en Provence. J'ai besoin de temps pour réfléchir à mon avenir. Embrasse Lucas pour moi et dis-lui que je suis fière de son 10 en dictée. Je vous contacterai dans quelques jours pour discuter. » J'ai envoyé le message, puis éteint à nouveau le téléphone. Il savait maintenant où j'étais. Il savait que j'étais en sécurité. C'était suffisant pour l'instant. Cette nuit-là, assise sur le rebord de la fenêtre de ma chambre, j'ai contemplé le ciel provençal criblé d'étoiles. À Paris, la pollution lumineuse ne permettait d'en voir que quelques-unes. Ici, la Voie lactée s'étalait comme une rivière céleste. Que voulais-je vraiment? Retourner à Paris pour reprendre ma vie d'avant, même avec quelques ajustements, ou saisir cette opportunité inattendue
Ce nouveau départ que m'offrait Françoise, l'idée était à la fois exaltante et terrifiante. Je pensais à Lucas, à la douleur de le voir moins souvent. Je pensais à mon appartement vendu, à mes économies gérées par Pierre, à mes possessions dispersées dans cet appartement du Marais qui n'avait jamais vraiment été le mien. Mais je pensais aussi à la liberté que j'avais ressentie aujourd'hui au marché, à la dignité d'une offre d'emploi basée sur mes compétences plutôt que sur ma disponibilité, à la perspective d'une vie où je serais plus qu'une vieille paresseuse. Le lendemain matin, après une nuit de réflexion, j'ai pris ma décision. J'irai visiter le petit refuge. J'écouterai ce que Françoise avait à proposer. Je m'autoriserai à envisager un futur différent. Marguerite a souri quand je lui ai annoncé mon intention. Je savais que la vraie Simone était encore là, quelque part sous la surface, a-t-elle dit en me servant du café. La Simone qui n'avait pas peur de l'aventure, qui a défié nos parents pour étudier à la Sorbonne, plutôt que de se marier à 18 ans comme ils le souhaitaient. Cette Simone me semble très lointaine, ai-je admis. Pas tant que ça. Elle m'a tendu une petite boîte en carton. Tiens, j'ai retrouvé ça hier soir dans mes affaires. J'ai ouvert la boîte pour découvrir un petit carnet usé à la couverture en cuir marron. Mon journal de jeune fille. Je l'ai feuilleté avec émotion, retrouvant mon écriture juvénile, mes rêves, mes aspirations, mes colères adolescentes. Sur une page datée de mai 1972, j'avais écrit en lettres capitales « Je ne serai jamais prisonnière d'une vie que je n'ai pas choisie ». Ces mots, écrits plus de 50 ans auparavant par une version plus jeune et plus audacieuse de moi-même, résonnaient étrangement avec ma situation actuelle. D'une certaine façon, j'étais devenue exactement ce que je m'étais juré d'éviter, prisonnière d'une vie que je n'avais pas vraiment choisie ou que j'avais choisie par défaut, par habitude, par peur de décevoir. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler qui nous étions pour comprendre qui nous pouvons encore devenir, a dit doucement Marguerite. J'ai refermé le journal, soudain résolu. Il était temps de tenir la promesse faite à cette jeune fille audacieuse que j'avais été. Temps de reprendre le contrôle de ma vie, même à 68 ans. Allons voir ce petit refuge, ai-je dit. J'ai une offre d'emploi à considérer. Le petit refuge était exactement comme son nom le suggérait. Un havre de paix niché dans une ruelle pavée du vieil Aix-en-Provence. Installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, il affichait une façade ocre patinée par le temps, des volets bleu lavande et une porte d'entrée en bois sculpté qui semblait raconter des siècles d'histoire. Marguerite m'avait accompagnée pour cette visite, mais était restée discrètement en retrait, tandis que Françoise me faisait découvrir les lieux. L'intérieur du petit refuge mariait avec élégance l'ancien et le moderne. Poutres apparentes et parquets d'origine côtoyaient des luminaires contemporains et des touches de couleurs audacieuses. Chaque chambre a un thème lié à la Provence, expliquait Françoise en m'ouvrant une porte. Celle-ci, c'est la chambre lavande, évidemment. Celle-là, olivier. Nous avons aussi cigale, romarin, pagnol, sézanne, mistral et ma préférée, calisson. J'ai suivi Françoise dans sa visite, fascinée par l'attention portée aux détails. Les savons artisanaux dans chaque salle de bain, les livres soigneusement choisis sur les tables de chevet, les bouquets de fleurs fraîches dans les espaces communs. Et voici le bureau de réception, qui serait votre domaine, a-t-elle dit en me montrant une pièce lumineuse donnant sur une petite cour intérieure où murmurait une fontaine. C'est ici que vous accueilleriez les clients, géreriez les réservations et résoudriez les petits problèmes qui surgissent inévitablement. J'ai touché le bois poli du comptoir, imaginant ce que ce serait de me tenir là, d'accueillir des voyageurs du monde entier, d'être celle qui crée cette première impression si importante. Et vous disiez qu'il y aurait un logement, ai-je demandé, surprise par mon propre intérêt. Oui, suivez-moi. Françoise m'a conduite jusqu'à une petite annexe reliée à l'hôtel principal par une galerie couverte. Elle a ouvert une porte sur un charmant appartement d'une pièce, un studio, comme on dirait à Paris, mais spacieux et lumineux, avec une kitchenette bien équipée, un coin salon confortable et une mezzanine où se trouvait un lit. Une salle de bain moderne complétait l'ensemble. C'est inclus dans le contrat, a précisé Françoise, ainsi que tous les repas, bien sûr. Notre chef, Gérard, cuisine pour l'équipe en même temps que pour les clients. J'ai contemplé l'espace, silencieuse,
Il était plus petit que ma chambre chez Pierre et Caroline, et pourtant, il semblait offrir infiniment plus d'espace pour respirer, pour être moi-même. « Qu'en pensez-vous » a demandé Françoise après un moment. « Je comprends que ce soit une décision importante. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir. C'est très tentant, ai-je admis. Mais il y a votre petit-fils, votre vie à Paris, vos affaires là-bas, a-t-elle complété avec compréhension. Je ne vous demande pas de couper tous les ponts, Simone. Vous pourriez commencer par une période d'essai, 1 mois par exemple, voir si ça vous convient. L'idée était séduisante. 1 mois pour essayer une autre vie, pour me redécouvrir, sans engagement définitif. Je vais y réfléchir, ai-je promis. En rentrant à la maison des Lavandes avec Marguerite, mon esprit bouillonnait de possibilités. Ce travail au petit refuge représentait une forme de liberté que je n'avais pas connue depuis longtemps. La liberté d'être valorisée pour mes compétences, d'avoir un espace à moi, de construire quelque chose de nouveau. Mais une question me taraudait toujours. Que se passait-il à Paris en mon absence? Comment Pierre et Caroline s'en sortaient-ils sans leur vieille paresseuse? Et surtout, comment allait mon petit Lucas? Ce soir-là, après le dîner, j'ai pris une décision difficile. Il était temps d'affronter la réalité parisienne, au moins par téléphone. J'ai allumé mon portable et appelé Pierre. Il a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel à côté de l'appareil. « Maman !» Sa voix était tendue, un mélange de soulagement et d'anxiété. « Bonsoir, Pierre. » Un silence, puis « Tu vas bien ?» Nous étions terriblement inquiets. « Je vais très bien », ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. « En fait, je me sens mieux que depuis longtemps. »« Tant mieux », a-t-il dit, mais son ton trahissait son incompréhension. « Quand comptes-tu rentrer à la maison ?»« La maison ?» Ce mot résonnait étrangement à mes oreilles. L'appartement du Marais n'avait jamais vraiment été ma maison. Je ne sais pas encore, Pierre. J'ai besoin de temps. Mais tout est en désordre ici. L'exaspération perçait dans sa voix. Nous ne savons pas comment gérer tout. Caroline et moi travaillons à plein temps. Tu le sais bien. Oui, comme moi quand j'étais professeur, ai-je rappelé doucement. Et pourtant, je trouvais le temps de m'occuper de toi, de la maison, de tout. Un autre silence, plus long. « Est-ce que tu es parti à cause de quelque chose que j'ai dit ou fait ?» a-t-il finalement demandé, la voix soudain plus basse. J'ai fermé les yeux, revivant ce moment dans le couloir, le plateau entre les mains, les mots cruels flottant dans l'air. Cette vieille paresseuse. Oui, Pierre, j'ai entendu ce que tu as dit à Caroline au téléphone, la veille de votre retour de Nice, à propos de la vieille paresseuse dont vous aimeriez vous débarrasser. Un hoquet de surprise à l'autre bout de la ligne. Tu as entendu ça? Chaque mot. Maman, je suis désolée. Je ne le pensais pas vraiment. J'étais stressée, fatiguée, préoccupée par cette présentation. Les paroles les plus spontanées sont souvent les plus révélatrices, Pierre. Ai-je dit sans colère, constatant simplement une vérité. Elles m'ont fait réaliser comment vous me voyez réellement, pas comme une personne à part entière, avec des désirs et des besoins, mais comme une commodité pratique, une servante sans salaire. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté, mais sa voix manquait de conviction. Pierre, regarde autour de toi. Que s'est-il passé depuis mon départ? L'appartement est en désordre, n'est-ce pas? Pas de repas préparés, pas de linge propre et repassé, pas de courses faites. Eh bien oui, mais c'est exactement ce dont je parle. Vous ne voyez pas tout ce que je faisais jusqu'à ce que je cesse de le faire. J'étais invisible. Mon travail était invisible jusqu'à ce que je disparaisse. Un long silence s'est installé. J'entendais la respiration lourde de Pierre, presque comme s'il luttait contre des larmes. Chose rare chez cet homme qui considérait les émotions comme des faiblesses. « Tu as raison », a-t-il finalement admis, la voix brisée. Je n'avais jamais vraiment réalisé. Quand tu es parti, c'est comme si le cœur avait été arraché à la maison. Rien ne fonctionne. Caroline et moi nous disputons constamment à propos des tâches ménagères. Les vêtements s'empilent. Nous mangeons des plats à emporter tous les soirs. Malgré ma résolution de rester ferme, j'ai senti mon cœur maternel se serrer. « Et Lucas, comment va-t-il » La voix de Pierre s'est adoucie. « Il te réclame tout le temps. Il a mis des dessins pour toi sur la porte du réfrigérateur. Il dort avec cette écharpe que tu lui avais tricotée l'hiver dernier, même s'il fait chaud. Une pause. Il t'aime tellement, maman. Nous t'aimons tous. » Des larmes ont perlé au coin de mes yeux. « Je vous aime aussi. »
Mais l'amour sans respect n'est pas suffisant, Pierre. J'ai besoin d'être plus qu'une présence pratique dans votre vie. J'ai besoin d'être vu, d'être valorisé pour ce que je suis, pas seulement pour ce que je fais. Je comprends, je le promets. Sa voix était suppliante maintenant. Reviens, et tout sera différent. Nous engagerons une femme de ménage. Tu n'auras plus à t'occuper de tout. Ce n'est pas juste une question de tâches ménagères, Pierre. C'est une question de respect, de reconnaissance de ma valeur en tant que personne. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin de réfléchir à mon avenir. J'ai reçu une proposition intéressante ici. Une proposition? L'inquiétude était palpable dans sa voix. Quel genre de proposition? Un emploi. Dans un petit hôtel-boutique. Un emploi? Sa surprise était presque comique. Mais maman, tu as 68 ans. Tu n'as pas besoin de travailler. Nous pouvons t'aider financièrement si c'est ça le problème. J'ai senti une pointe d'irritation. Ce n'est pas une question d'argent, Pierre. C'est une question de but, d'utilité, de respect. Quelqu'un ici valorise mes compétences, mon expérience, ce que j'ai à offrir. Mais ta place est avec ta famille, avec nous, avec Lucas. Ma place est où je choisis d'être, ai-je répondu fermement. Et en ce moment, j'explore d'autres possibilités. Un silence tendu s'est installé, puis Pierre a demandé d'une voix plus calme. « Quand reviendras-tu, même si c'est juste pour discuter en personne? Lucas a tellement besoin de te voir. » Mon cœur s'est serré à la pensée de mon petit-fils. « Je viendrai la semaine prochaine pour le week-end, mais je ne promets rien de plus pour l'instant. » Après avoir raccroché, je me suis sentie étrangement légère, comme libérée d'un poids invisible. Pour la première fois en des années, j'avais exprimé clairement mes besoins, mes désirs, sans m'excuser, sans me diminuer. Le lendemain matin, j'ai appelé Françoise pour accepter son offre d'une période d'essai d'1 mois au Petit Refuge. Je commencerai après mon bref retour à Paris le week-end suivant. Les jours qui ont suivi ont passé dans une sorte de brume paisible. Marguerite m'a emmené explorer les environs, les villages perchés de Lourmarin et Roussillon, les marchés colorés de Saint-Rémy-de-Provence, les calanques sauvages près de Cassis. Nous avons rejoint son groupe d'amis au Café Lumière pour une après-midi de cartes et de conversations animées. J'ai même accompagné Françoise à une dégustation de vin dans un domaine voisin, où j'ai découvert que j'avais un palais assez fin pour distinguer les subtilités des différents terroirs. Chaque jour, je me sentais un peu plus comme la Simone d'autrefois, curieuse, énergique, ouverte aux nouvelles expériences. Les douleurs dans mes articulations semblaient s'atténuer avec le climat plus sec de la Provence. Je dormais mieux, je mangeais avec plus d'appétit, je riais plus facilement. Et puis, presque trop vite, le jour du retour à Paris est arrivé. « Tu es sûre de vouloir y aller ?» m'a demandé Marguerite tandis qu'elle m'accompagnait à la gare d'Aix. « Je dois le faire », ai-je répondu. « Pour Lucas, principalement, et aussi pour moi-même, pour montrer que je ne fuis pas, que je fais un choix conscient. Tu reviens dimanche soir, n'est-ce pas ?» Son inquiétude était touchante. « Oui, je prends le TGV de 19h42. Je serai de retour pour commencer au Petit Refuge lundi. » Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que nécessaire. « Sois forte, ma sœur. Ne te laisse pas manipuler par leur culpabilité ou leurs promesses. Le voyage vers Paris m'a semblé interminable, malgré la vitesse du TGV. À mesure que nous remontions vers le nord, je sentais un poids s'installer progressivement sur mes épaules, comme si l'air même de la capitale était plus lourd, plus oppressant. À la gare de Lyon, Pierre m'attendait sur le quai, le visage tendu mais souriant. À côté de lui, sautillant d'impatience, Lucas tenait un bouquet de fleurs presque aussi grand que lui. « Mamie !» a-t-il crié en me voyant, se précipitant vers moi à travers la foule. Je me suis accroupie pour le recevoir dans mes bras, sentant ses petites mains s'agripper à mon cou, son visage se presser contre le mien. L'émotion m'a submergée et j'ai dû lutter contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Mon petit trésor !» ai-je murmuré dans ses cheveux. « Tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai fait plein de dessins pour toi. Et j'ai eu un 10 en dictée. Et... » Il parlait à toute vitesse, comme s'il craignait de ne pas avoir le temps de tout me dire. Pierre s'est approché, hésitant, ne sachant pas comment me saluer après notre conversation téléphonique chargée d'émotions. J'ai tendu une main vers lui, qui l'a saisie avec soulagement. « Bienvenue à la maison, maman », a-t-il dit doucement. J'ai laissé passer le mot « maison » sans le corriger. Le trajet jusqu'à l'appartement du Marais s'est fait dans la voiture de Pierre,
Lucas babillant sans interruption depuis la banquette arrière. Il me racontait tout ce qui s'était passé à l'école, les jeux avec ses amis, le hamster de la classe qui s'était échappé, la maîtresse qui avait un nouvel amoureux. En entrant dans l'appartement, j'ai été frappée par l'état des lieux. Pierre avait visiblement tenté un nettoyage de dernière minute, mais son inexpérience en matière de tâches ménagères était évidente. La maison n'était pas dans le chaos total que j'avais imaginé, mais elle était loin de l'ordre impeccable que je maintenais habituellement. Caroline nous attendait dans le salon, visiblement mal à l'aise. Elle s'est levée à mon arrivée, ne sachant pas si elle devait m'embrasser ou garder ses distances. « Simone », a-t-elle dit finalement, optant pour un hochement de tête formel. « Nous sommes heureux de vous revoir. » Je l'ai saluée avec la même réserve polie, consciente que de nous trois adultes, c'était elle qui avait le plus à perdre dans cette nouvelle dynamique. Caroline avait toujours maintenu une certaine distance, me traitant plus comme une employée que comme une belle-mère. Maintenant que les cartes étaient en rebattu, elle semblait désorientée. Lucas m'a tiré par la main vers sa chambre. « Viens voir tous mes dessins, mamie. J'en ai fait un nouveau chaque jour depuis que tu es partie. » Sa chambre était tapissée de dessins colorés. Mamie dans le jardin, mamie faisant des crêpes, mamie lisant une histoire, mamie avec des ailes d'ange. Ce dernier m'a particulièrement touchée. « Pourquoi m'as-tu dessiné avec des ailes, mon chéri ?» ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules avec cette franchise désarmante propre aux enfants. « Papa a dit que tu étais parti au ciel comme papy, mais je savais que tu reviendrais parce que tu m'aimes trop pour rester au ciel. » J'ai lancé un regard incrédule à Pierre, qui s'était tenu dans l'embrasure de la porte. Il a eu la décence de paraître embarrassé. « Je ne savais pas quoi lui dire, » a-t-il murmuré. Il était tellement bouleversé. J'ai serré Lucas contre moi, promettant silencieusement de ne jamais le laisser croire, même un instant, que je pourrais l'abandonner. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrange, mélange de joie pour Lucas, de tension pour les adultes. Pierre et Caroline essayaient visiblement de faire des efforts. Pierre proposant de faire la vaisselle, Caroline me demandant mon avis sur la décoration qu'elle envisageait pour le salon. Des petits gestes qui auraient semblé naturels dans une famille normale, mais qui ici résonnaient comme des tentatives maladroites de réparation. Après le coucher de Lucas, qui avait insisté pour que je lui lise 3 histoires au lieu d'une seule, nous nous sommes retrouvés tous les 3 dans le salon. L'heure de la vérité était venue. « Maman » a commencé Pierre, les mains nerveusement jointes sur ses genoux. « Nous avons beaucoup réfléchi pendant ton absence. Tu avais raison. Nous t'avons traité de façon inappropriée. Nous avons tenu ta présence, ton aide, pour acquise. » Caroline a hoché la tête, le visage inhabituellement humble. « Nous n'avions pas réalisé tout ce que vous faisiez pour nous, Simone. La maison, notre vie entière s'est effondrée quand vous êtes partie. Ce n'était pas mon intention. » ai-je dit doucement. « Je n'étais pas partie pour vous punir, mais pour me retrouver, pour respirer. Nous comprenons, » a assuré Pierre. « Et nous voulons changer les choses. Nous avons engagé une femme de ménage qui viendra 3 fois par semaine. Nous avons établi un planning des tâches entre Caroline et moi. Tu n'auras plus à t'occuper de tout. » J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu de leur annoncer ma décision. Je suis heureuse de ces changements, vraiment, mais ma place n'est plus ici. Leur stupéfaction était palpable. « Que veux-tu dire ?» a demandé Pierre, l'inquiétude assombrissant son regard. « J'ai accepté un emploi en Provence, au Petit Refuge, un hôtel-boutique à Aix. J'y serai responsable de l'accueil des clients et de diverses tâches administratives. Je commence lundi pour une période d'essai d'1 mois. » Un silence abasourdi a suivi ma déclaration. « Mais Lucas !» a balbutié Pierre. « Lucas pourra venir me voir pendant les vacances scolaires. Et je reviendrai à Paris régulièrement pour le week-end. La distance n'est que de 3 heures en TGV. Tu ne peux pas faire ça, » a protesté Caroline, retrouvant soudain sa voix. « Tu as des responsabilités ici. » J'ai levé un sourcil, surprise par son audace. « Des responsabilités ? Lesquelles exactement ? Être votre femme de ménage non rémunérée ? Votre nounou à plein temps ?» Pierre a posé une main apaisante sur le bras de Caroline. « Ce que nous voulons dire, c'est que nous formons une famille. Les familles restent ensemble. La famille n'est pas un piège, Pierre. C'est un lien d'amour et de respect mutuel. Ce que nous avions perdu ici. » J'ai adouci mon ton, voyant la douleur dans ses yeux. « Je ne vous abandonne pas. Je choisis simplement une vie qui m'appartient.
La nuit suivante, cette annonce fut tendue dans l'appartement du Marais. Pierre et Caroline s'étaient retirés dans leur chambre après ma déclaration, visiblement secoués par ma décision. J'entendais à travers les murs leurs voix étouffées, tantôt accusatrices, tantôt suppliantes. Ils débattaient de ma santé mentale, de mon âge avancé, de mon irresponsabilité. Des mots qui m'auraient blessé quelques semaines auparavant, mais qui, étrangement, me laissaient désormais indifférente. Assise sur le bord du lit dans ma petite chambre, je contemplais les objets familiers, la commode en merisier héritée de ma mère, les cadres photos alignés sur l'étagère, les livres empilés sur la table de chevet. Je réalisais soudain combien peu de ces choses m'appartenaient vraiment. La décoration, les meubles, même la disposition, tout avait été choisi par Caroline, avec cette condescendance bienveillante qu'on réserve aux personnes âgées, comme si vieillir signifiait nécessairement perdre tout goût personnel. Au petit matin, alors que Paris s'éveillait dans la brume automnale, j'ai pris une décision. J'ai sorti ma petite valise, celle-là même qui m'avait accompagnée dans ma fuite, et j'ai commencé à trier soigneusement mes affaires. Pas les objets de valeur financière, mais ceux qui portaient une valeur sentimentale. Les lettres d'Antoine, reliées par un ruban bleu, l'album photo de notre voyage à Venise pour nos 30 ans de mariage, la montre en argent de mon père. Des trésors invisibles aux yeux des autres, mais qui constituaient les fragments tangibles de mon histoire. Lucas s'est réveillé tôt ce samedi matin, comme le font les enfants. Il a poussé la porte de ma chambre sans frapper, privilège de l'intimité que seul lui pouvait revendiquer, et s'est figé en voyant ma valise ouverte. « Tu repars, mamie ?» a-t-il demandé, sa petite voix soudain fragile. J'ai posé le livre que j'étais en train d'emballer et me suis assise, lui faisant signe de me rejoindre. Il a grimpé sur mes genoux, ce corps chaud et vivant, ce cœur qui battait contre le mien. « Oui, mon petit cœur, demain. » Mais ce n'est pas un adieu, juste un au revoir. Ses yeux se sont remplis de larmes qu'il tentait bravement de contenir. « Mais pourquoi? Tu n'es pas heureuse avec nous? » Comment expliquer à un enfant de 8 ans les nuances complexes de la dignité, du respect de soi, de la renaissance tardive? J'ai cherché les mots les plus simples, les plus vrais. Ce n'est pas une question de bonheur ou de malheur, Lucas. C'est comme, tu te souviens quand tu as fabriqué ton cerf-volant à l'école et que tu voulais tant le voir voler? Il a hoché la tête, se rappelant cet atelier de science. Et tu te souviens comme c'était difficile de le laisser s'envoler, de lâcher la ficelle juste assez pour qu'il monte, mais pas trop pour ne pas le perdre. Oui, j'avais peur qu'il s'envole pour toujours. C'est un peu comme ça pour mamie en ce moment. J'ai besoin de lâcher un peu de ficelle, de m'envoler un peu, de voir jusqu'où je peux aller. Mais je serai toujours attachée à toi, par un lien bien plus fort qu'une simple ficelle. Et tu pourras venir me voir, dans mon nouveau cerf-volant, aussi souvent que tu voudras. Il a réfléchi intensément à ma métaphore, ses sourcils froncés dans cet effort de compréhension qui le rendait si attachant. Puis, avec la sagesse surprenante des enfants, il a simplement dit « Je comprends. Les grands aussi ont besoin d'être libres parfois. » J'ai senti mon cœur se gonfler d'amour et de fierté. Exactement. Même les grands ont besoin d'être libres. Cette matinée avec Lucas fut précieuse. Nous avons préparé ensemble des crêpes, sa spécialité préférée que je lui avais apprise, salissant allègrement la cuisine que Caroline gardait habituellement immaculée. Nous sommes allés au Luxembourg, son jardin favori, où il m'a montré fièrement comment il savait maintenant faire naviguer un bateau miniature sur le grand bassin. Nous avons acheté des marrons chauds à un vendeur ambulant et les avons mangés sur un banc, nous brûlant joyeusement les doigts. En rentrant, nous avons trouvé Pierre et Caroline dans un état d'agitation inhabituel. Ils semblaient nerveux, échangeant des regards significatifs, tandis que Pierre m'invitait à m'asseoir au salon pour une discussion importante. Lucas a été envoyé jouer dans sa chambre, non sans protester, et nous nous sommes retrouvés tous les trois dans cette configuration qui était devenue si familière et pourtant si inconfortable. « Maman, » a commencé Pierre, « nous avons réfléchi toute la nuit à ta décision et nous pensons que tu agis de façon impulsive, peut-être même irrationnelle. » J'ai arqué un sourcil, sentant la colère monter en moi, mais j'ai gardé une voix calme. Impulsive? Irrationnelle? Parce que je choisis de vivre ma vie selon mes propres termes à 68 ans. Caroline est intervenue, sa voix doucereuse.
Ce que Pierre essaie de dire, c'est que nous nous inquiétons pour vous. Un déménagement à votre âge, un nouvel emploi, loin de votre famille, de vos médecins. Je déménage en Provence, Caroline, pas sur la Lune. Il y a d'excellents médecins à Aix. Et la famille? Eh bien, j'ai ma sœur là-bas, et vous pourrez venir me voir. Pierre a pris une inspiration profonde, comme pour se donner du courage. Maman, il y a autre chose. Ton argent, l'argent de la vente de ton appartement. J'ai senti un froid m'envahir. Qu'en est-il? J'ai fait quelques investissements qui n'ont pas été aussi fructueux que prévu. Quels investissements, Pierre? Ma voix était devenue glaciale. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Un projet immobilier à Montpellier, une opportunité qui semblait prometteuse. Combien? La plus grande partie. Il a murmuré ces mots, comme si leur faible volume pouvait en diminuer l'impact. J'ai fermé les yeux un instant, absorbant le choc, l'argent de toute une vie de travail, l'argent de mon indépendance, perdu dans un investissement dont je n'avais jamais été informé. Je comprends maintenant pourquoi vous insistez tant pour que je reste. Ma voix était remarquablement stable. Vous craignez que je découvre ce que vous avez fait de mon argent? Non, Pierre a protesté, mais trop vivement pour être convaincant. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le mieux pour moi ou ce qui est le plus pratique pour vous. J'ai regardé alternativement mon fils et sa femme. Depuis quand savez-vous que cet investissement a échoué? Le silence qui a suivi ma question était éloquent. Je vois, j'ai pris une profonde respiration. Heureusement, je n'ai jamais été complètement naïve, Pierre. J'ai ouvert mon sac à main et en ai sorti un carnet de banque, un vieux modèle de ceux qu'on n'utilise presque plus, mais qui portent encore la même valeur légale. Quand tu m'as suggéré d'investir l'argent de mon appartement, j'ai consenti à te confier une partie, pas la totalité. J'ai placé le reste sur ce compte, à mon nom uniquement. Le visage de Pierre s'est décomposé, mélange de soulagement. Sa mère n'était pas totalement ruinée, et de honte, elle avait prévu sa trahison. Combien as-tu gardé? Suffisamment pour vivre confortablement et indépendamment pendant de nombreuses années, avec ou sans emploi au petit refuge. Caroline s'est levée brusquement. Vous ne nous faisiez pas confiance. Depuis le début, j'ai soutenu son regard sans ciller. La confiance se gagne, Caroline. Elle n'est pas donnée automatiquement, même à la famille. Surtout à la famille, parfois. Pierre semblait effondré, comme si cette révélation lui montrait enfin à quel point notre relation s'était dégradée sans qu'il s'en rende compte. « Maman, je suis désolée, tellement désolée. Je voulais juste me protéger, prendre soin de moi. » J'ai secoué la tête. « Tu voulais contrôler mon argent comme tu contrôlais ma vie, Pierre. Mais cette époque est révolue. » Je me suis levée, signalant la fin de cette conversation. « Je pars demain comme prévu. Je viendrai voir Lucas aussi souvent que possible. Vous êtes bien sûr les bienvenus à Aix quand vous le souhaiterez. Mais nos relations devront changer. Je ne suis plus votre servante, votre nounou ou votre banque. Je suis Simone Lavigne et il est grand temps que nous fassions tous connaissance. » Cette nuit-là, après avoir couché Lucas avec 3 histoires et 1000 promesses de revenir bientôt, j'ai terminé de préparer mes bagages. Je ne prenais pas grand-chose, quelques vêtements, des objets personnels, des livres. Le reste pourrait être expédié plus tard ou remplacé. À mon âge, je commençais à comprendre que les possessions matérielles étaient moins importantes que je ne l'avais cru. Le dimanche matin s'est levé avec une clarté exceptionnelle, comme si Paris elle-même voulait me faire des adieux mémorables. Pierre avait insisté pour m'accompagner à la gare, et Lucas, bien sûr, ne voulait pas être laissé derrière. Caroline avait prétexté un rendez-vous, ce qui nous convenait mutuellement. Avant de partir, j'ai remis à Pierre une lettre cachetée. N'ouvre ceci que lorsque je serai parti. C'est important. Dans cette lettre, j'expliquais que je lui pardonnais pour l'argent perdu, mais que je ne pourrais reconstruire une relation avec lui que sur des bases de respect mutuel. J'y détaillais également mes conditions pour d'éventuelles visites de Lucas en Provence, des séjours que je finançais moi-même, une preuve de ma bonne volonté malgré tout. À la gare de Lyon, le moment des adieux a été plus difficile que je ne l'avais imaginé. Lucas s'accrochait à moi, comme s'il ne voulait jamais me lâcher. « Rappelle-toi, mon chéri, » lui ai-je murmuré à l'oreille, « le cerf-volant est toujours attaché par sa ficelle. Je reviendrai te voir dans 2 semaines, et pendant les vacances de Noël, tu viendras chez moi en Provence, d'accord? Je t'apprendrai à faire de la confiture d'oranges amères.
Cette promesse spécifique, une activité concrète, une date précise, a semblé le rassurer. Il a desserré son étreinte, essuyant bravement ses larmes du revers de la main. Pierre m'a regardé avec une émotion que je ne lui avais pas vue depuis son enfance. Un mélange de regret, d'amour et de peur. Pour la première fois, il semblait vraiment me voir, non pas comme sa mère, cette entité abstraite dont l'existence n'avait de sens qu'en relation avec la sienne, mais comme une personne distincte, avec ses propres désirs et sa propre volonté. « Tu vas me manquer, maman », a-t-il dit simplement. « Toi aussi, mon fils. » Nous nous sommes embrassés maladroitement, avec cette réserve typiquement française qui dissimule les émotions trop vives. Puis, après un dernier câlin à Lucas, j'ai pris ma valise et me suis dirigée vers le quai où le TGV m'attendait. Le voyage retour vers Aix a été empreint d'une sérénité que je n'avais pas ressentie à l'aller. Chaque kilomètre parcouru me ramenait non pas vers une fuite, mais vers un choix. Non pas vers un refuge temporaire, mais vers un nouveau début. Françoise m'attendait à la gare, élégante et souriante dans sa robe d'été et ses lunettes rouges qui étaient devenues sa signature. Alors, prête pour cette nouvelle aventure, m'a-t-elle demandé en prenant ma valise malgré mes protestations. Plus que jamais, ai-je répondu avec une assurance qui m'a surprise moi-même. Nous sommes passés à la maison des Lavandes, récupérer le reste de mes affaires et saluer Marguerite qui nous avait préparé un déjeuner de bienvenue. Puis, direction le petit refuge où mon nouveau studio m'attendait, fraîchement repeint en un jaune pâle qui captait parfaitement la lumière du sud. J'ai pris quelques libertés, s'est excusée Françoise. J'espère que vous aimez le jaune. C'est parfait, ai-je répondu, touchée par cette attention. Exactement la couleur que j'aurais choisie. Cette nuit-là, seule dans mon petit studio baigné par la lumière argentée de la lune provençale, j'ai repensé aux événements des dernières semaines. Comment une phrase cruelle, cette vieille paresseuse, avait déclenché une révolution dans ma vie. Comment ma disparition temporaire avait non seulement montré à ma famille ma valeur pratique, mais m'avait surtout révélé ma propre valeur à mes yeux. Le lendemain matin, j'ai pris mon poste au petit refuge. Vêtue d'une robe bleu lavande, un cadeau de Marguerite, j'ai accueilli mes premiers clients. Un couple d'Américains ébahis par la beauté d'Aix, une famille allemande avec 2 adolescents étonnamment polis, une dame anglaise voyageant seule qui m'a confié qu'à 72 ans, elle découvrait enfin le plaisir des voyages solitaires. « N'est-ce pas merveilleux ?» m'a-t-elle dit en sirotant le thé que je lui avais servi, de réaliser que l'âge n'est qu'un chiffre et que la vie continue d'offrir de nouvelles aventures si on ose les saisir. J'ai souri, reconnaissant dans ses paroles l'écho de mes propres pensées. Absolument merveilleux, ai-je confirmé. Il suffit parfois de disparaître pour être enfin visible. Les semaines suivantes ont passé avec une rapidité surprenante. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour l'hôtellerie. Mon expérience d'enseignante m'avait appris la patience, l'écoute et cette capacité à faire sentir chaque personne spéciale et valorisée. Les clients du petit refuge appréciaient mes recommandations de restaurants discrets connus seulement des locaux, mes anecdotes sur l'histoire de la région, mes petites attentions personnalisées. Pierre a tenu sa promesse d'envoyer Lucas pour les vacances de Noël. À ma grande surprise, il est venu l'accompagner lui-même sans Caroline. Pendant que Lucas explorait émerveillé les marchés de Noël d'Aix, Pierre et moi avons eu de longues conversations, les premières véritables conversations d'adulte à adulte que nous ayons jamais eues. Il m'a avoué sa honte pour l'argent perdu, sa prise de conscience de m'avoir traité comme une commodité plutôt que comme une personne, et son désir sincère de reconstruire notre relation sur de nouvelles bases. « Tu sais ce qui est ironique ?» m'a-t-il dit un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse du petit refuge. « C'est seulement maintenant que tu es parti que je commence à vraiment te connaître. » J'ai souri, touchée par cette prise de conscience. Parfois, la distance nous rapproche plus que la proximité. 3 mois après mon arrivée à Aix, Françoise m'a fait une proposition qui a changé encore davantage ma trajectoire, devenir associée minoritaire du petit refuge. Elle approchait de la retraite et cherchait quelqu'un pour reprendre progressivement la gestion. « Vous avez un don pour cela, Simone », m'a-t-elle dit. « Les clients vous adorent, le personnel vous respecte et vous avez apporté des idées fraîches qui ont déjà augmenté notre chiffre d'affaires. » J'ai accepté sans hésiter
investissant une partie de mes précieuses économies dans cette aventure entrepreneuriale que je n'aurais jamais imaginée à presque 70 ans. Aujourd'hui, 1 an après avoir entendu mon fils me qualifier de « vieille paresseuse », je me tiens sur la terrasse du petit refuge, contemplant les toits d'Aix qui s'embrasent dans la lumière du couchant. Ma vie a changé du tout au tout. Je suis copropriétaire d'un établissement respecté, j'ai des amis, une communauté, un but. Lucas vient régulièrement me voir, émerveillé par sa mamie hôtelière, qui connaît tout le monde en ville. Pierre et moi avons reconstruit une relation d'adultes, basée sur le respect mutuel plutôt que sur des obligations familiales traditionnelles. Et Caroline, elle a fini par venir, une fois, poussée par la curiosité. Elle a observé avec surprise ma nouvelle vie, mon assurance, mon réseau social étendu. Nous ne serons jamais proches, mais nous avons établi une trêve cordiale, reconnaissant que nous sommes liés par notre amour pour Lucas et Pierre. Je repense souvent à cette phrase qui a tout déclenché, cette vieille paresseuse, et je ressens une étrange gratitude. Sans cette cruauté involontaire, je serais peut-être encore dans cet appartement du Marais, invisible, effacé, diminué. Parfois, la blessure la plus douloureuse est celle qui nous réveille d'un long sommeil. Il m'arrive de croiser des femmes de mon âge à Aix, le regard éteint, suivant docilement leurs enfants ou petits-enfants. Je les invite parfois à prendre un café au petit refuge et je leur raconte mon histoire. L'histoire d'une disparition qui a mené à une renaissance. L'histoire d'une femme qui a dû s'effacer pour enfin devenir visible. Vous savez, lorsque je repense à mon parcours, à cette transformation qui a commencé par une phrase blessante entendue dans un couloir sombre, je ne peux m'empêcher d'être ému par l'ironie de la situation. Cette vieille paresseuse que mon fils souhaitait voir disparaître a effectivement disparu, mais pas comme il l'imaginait. La femme invisible, effacée, diminuée, s'est évanouie pour laisser place à une Simone Lavigne, pleinement vivante, reconnue, respectée. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas simplement la mienne, c'est celle de tant de femmes de notre génération qui ont consacré leur vie à leur famille, qui se sont oubliées dans le service des autres et qui un jour, souvent trop tard, réalisent qu'elles ont perdu leur propre identité en chemin. Des femmes qui, comme moi, ont accepté l'effacement progressif de leur être, croyant que c'était le prix normal à payer pour l'harmonie familiale. Ma disparition impulsive, ce geste de révolte que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire, a été le début d'une renaissance. En quittant cet appartement du Marais, où j'étais devenue invisible, j'ai redécouvert la femme que j'étais avant d'être simplement maman ou mamie, cette professeure passionnée, cette lectrice avide, cette femme curieuse et déterminée qui avait défié les conventions de son époque pour étudier à la Sorbonne. Ce que je voulais montrer à Pierre et Caroline en disparaissant, c'était ma valeur pratique, les repas non préparés, les lits non faits, les vêtements non repassés. Mais ce que j'ai découvert moi-même était bien plus précieux, ma valeur intrinsèque, indépendante de mes services, de mon utilité pour les autres. Cette valeur que Françoise a immédiatement reconnue quand elle m'a proposé ce poste au petit refuge, voyant en moi non pas une grand-mère docile, mais une femme compétente, avec une expérience de vie précieuse. L'argent aussi est un aspect important de cette histoire. Pierre avait pris le contrôle de mes finances, comme il avait pris le contrôle de ma vie, subtilement, sous prétexte de me protéger. Mais ma méfiance instinctive, cette petite voix qui m'avait poussé à garder une réserve secrète, m'a sauvée. Combien de femmes de notre génération se retrouvent piégées dans des situations indignes parce qu'elles n'ont pas cette indépendance financière? Combien sont forcées de supporter l'irrespect, l'invisibilité, parce qu'elles n'ont nulle part où aller? Mon histoire se termine bien. Je suis désormais copropriétaire d'un charmant hôtel-boutique à Aix-en-Provence. J'ai reconstruit une relation plus saine avec mon fils. Je vois régulièrement mon petit-fils adoré. J'ai des amis, une communauté. It's bad. Mais combien d'autres histoires similaires se terminent dans la résignation silencieuse, dans l'effacement progressif, jusqu'à la disparition complète de la personne sous l'étiquette de mère ou grand-mère. Si mon récit vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette femme qui entend son propre fils la qualifier de « vieille paresseuse »,
Si vous avez ressenti cette invisibilité, cette diminution progressive de votre être, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre chaîne, Souvenirs de grand-mère, existe précisément pour donner une voix à ces expériences, pour briser ce silence complaisant qui entoure le vieillissement des femmes, pour célébrer ces renaissances tardives mais si précieuses. Chaque semaine, nous partageons une nouvelle histoire, un nouveau témoignage de femmes qui, comme moi, ont trouvé le courage de dire non à l'effacement, non à l'irrespect, non à cette disparition progressive de leur identité. Des femmes qui ont osé disparaître pour mieux réapparaître, qui ont choisi la renaissance plutôt que la résignation. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces récits inspirants. Qu'il s'agisse de Jeanne, qui à 75 ans a quitté le domicile de son fils pour ouvrir une librairie dans le sud de la France, de Marie-Claude, qui a vendu tous ses biens pour faire le tour du monde à 70 ans, ou de Colette, qui a repris ses études d'art abandonnées 50 ans plus tôt. Chaque histoire est un rappel que l'âge n'est qu'un chiffre et que notre valeur ne diminue pas avec les années. Votre soutien est vital pour que nous puissions continuer à partager ces témoignages. Un simple clic sur le bouton d'abonnement, un pouce levé pour montrer votre appréciation, un commentaire partagé pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Ces petits gestes sont immenses pour nous. Ils nous permettent de savoir que nos voix sont entendues, que nos expériences résonnent, que nous ne sommes plus invisibles. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Êtes-vous cette femme qui ressent les premiers signes de l'effacement, cette grand-mère dont les compétences et l'expérience sont tenues pour acquises? Ou peut-être êtes-vous la fille ou le fils qui reconnaît dans ce récit des comportements envers votre propre mère que vous n'aviez jamais remis en question? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce dialogue entre générations est précieux et nécessaire. Si notre travail vous touche particulièrement et que vous souhaitez nous soutenir de manière plus tangible, vous pouvez également contribuer via le « Merci », ce petit bouton qui permet une donation qui aide à couvrir les coûts de production de nos vidéos. Réaliser ces témoignages demande du temps, des déplacements parfois longs pour rencontrer ces femmes remarquables dans toute la France, du matériel technique de qualité pour vous offrir le meilleur contenu possible. Chaque contribution, même modeste, nous permet de continuer cette mission et de vous apporter quotidiennement de nouveaux récits inspirants. N'oubliez pas de parcourir notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui pourraient résonner avec votre propre expérience. Peut-être y trouverez-vous l'inspiration, la validation ou simplement le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Je m'appelle Simone Lavigne, j'ai 69 ans aujourd'hui et il m'a fallu entendre les mots les plus douloureux de ma vie pour retrouver ma voix, ma valeur, mon identité. Mon souhait le plus cher est que mon histoire vous inspire à retrouver la vôtre avant qu'une crise ne vous y force. Rappelez-vous toujours cette vérité simple mais puissante. Nous ne sommes jamais trop âgés pour recommencer, trop fatigués pour rêver, trop marqués par la vie pour nous réinventer. Parfois, il faut disparaître aux yeux des autres pour redevenir visible à nos propres yeux. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. À la semaine prochaine pour un nouveau témoignage sur Souvenirs de grand-mère, où nous donnons une voix à celles que l'on n'entend pas assez. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, faites un merci si vous le pouvez, et surtout, n'acceptez jamais de devenir invisible. Vous méritez d'être vu, entendu, respecté à tout âge.